tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information. Heureuse d'être avec vous pour ce journal. Voici les faits marquants du jour. Le sommet Afrique-Turquie s'est ouvert ce matin à Djibouti pour établir une alliance stratégique face aux défis géopolitiques actuels représentant un tournant dans les relations entre l'Afrique et la Turquie. Aujourd'hui a débuté un atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale et l'OIF axé sur les curricula Emmanuel en français. L'objectif est d'améliorer l'enseignement et la promotion du français dans les écoles. Et à l'international, l'ONU signale une nouvelle frappe israélienne sur un poste frontière entre le Liban et la Syrie. Le sommet Afrique-Turquie à Djibouti a réuni les représentants de 14 pays africains et de la Turquie pour renforcer leur partenariat autour du développement, de la sécurité et des infrastructures. Ils ont posé les bases d'une collaboration durable en vue du prochain sommet en 2026. Tariq Adnan nous en dit plus. Ce matin, c'est dans le Kempinski Palace que le sommet Afrique-Turquie a officiellement levé le rideau ce matin. Après une réunion d'experts tenue à la veille, la durée d'un week-end, la République de Djibouti s'est transformée en centre névralgique des discussions géopolitiques, accueillant des délégations venues de 14 pays africains et des représentants de la Commission de l'Union africaine. Ensemble, ils se sont engagés dans une évaluation minutieuse des collaborations en cours, posant les jalons pour un sommet majeur prévu en 2026. En effet, ce sommet ne s'est pas contenté de bilan technique, ce fut un moment de réflexion profonde sur les mutations d'un monde changeant. Les experts et les ministres présents ont examiné les initiatives communes à travers le prisme des réalités géopolitiques actuelles et l'impératif de soutenir des politiques de développement à la racine des problèmes. Des sujets comme la sécurité régionale et le développement durable ont dominé les débats. Il s'agissait de penser des stratégies qui relient les ambitions économiques aux impératifs sociaux. Les discussions anticipent la redéfinition des priorités avec un accent sur les infrastructures de qualité, les nouvelles technologies et les politiques favorisant une croissance inclusive. Cette troisième revue ministérielle du partenariat Turquie-Afrique a marqué un tournant stratégique. Les relations entre Ankara et le continent africain, qui se sont intensifiées au cours de la dernière décennie, reflète une ambition à partager, celle de s'unir pour répondre aux grands défis de notre temps. En s'imposant comme un partenaire économique et diplomatique incontournable, aujourd'hui la Turquie entend consolider sa présence sur un continent où les besoins en infrastructure, en développement durable et en sécurité régionale sont immenses. En contrepartie, les nations africaines perçoivent ce partenariat comme un tremplin vers des solutions viables et des investissements structurants. En accueillant cette rencontre stratégique, Djibouti s'affirme comme un carrefour des grands dialogues internationaux. La présence des hauts fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine souligne l'importance de ce sommet qui vise à formuler des recommandations concrètes pour le futur. C'est un exercice de diplomatie proactive où chaque mot compte, chaque engagement pèse. À Djibouti, ce sommet Afrique-Turquie transcende les simples enjeux diplomatiques pour devenir un rendez-vous essentiel, porteur de visions partagées et de solutions ancrées dans le concret. L'heure est un engagement tangible à la recherche d'un équilibre entre ambition et réalité avec un credo commun, construire ensemble un avenir durable en affrontant un 21e siècle où les défis sont aussi complexes que les opportunités sont vastes. Le défi, maintenant pour les leaders et les experts, est de transformer cette communion d'intentions en action durable. Une ambition claire, portée par le soutien actif de la Commission de l'Union africaine pour une prospérité qui se veut partagée, solide et tournée vers le futur. Aujourd'hui, c'est ouvert au Kempinski Palace, la troisième édition du sommet Afrique-Turquie qui a regroupé ici 14 pays africains. Durant ces sommets seront discutées les relations multidimensionnelles entre les pays de l'Afrique et la Turquie. La diplomatie, la sécurité, mais aussi les échanges commerciaux sont discutés ce matin ici dans ce sommet. Les relations entre la Turquie et l'Afrique ont évolué considérablement pendant ces dernières années, transformant une simple partenariat en une collaboration très étroite entre les pays africains et la République de Turquie. En fin de journée, une déclaration conjointe sera adoptée, marquant ainsi la fin de ce sommet. Tariq Adnan. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères a souligné l'importance d'une coopération renforcée avec la Turquie lors de l'ouverture du sommet Afrique-Turquie à Djibouti, une occasion historique pour répondre aux défis géopolitiques. Le ministre turc des Affaires étrangères a affirmé de son côté l'engagement de son pays à établir des liens solides avec l'Afrique au sommet Afrique-Turquie, un moment déterminant pour une alliance, a-t-il dit, stratégique face aux crises géopolitiques. Et pour sa part, le président de la Commission africaine a exprimé sa satisfaction lors du sommet, soulignant la nécessité d'une coopération pragmatique
pour relever les défis géopolitiques et redéfinir les relations internationales. On l'écoute. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis la formulation du partenariat Turquie-Afrique en 2008, nous avons parcouru un chemin riche, jalonné de 3 sommets, de rencontres ministérielles comme celle-ci, assorties de déclarations et surtout des plans d'action, dont la mise en œuvre a donné une forte impulsion à ce qui n'était au départ qu'une aspiration généreuse de l'Afrique et de la Turquie. À ce titre, cette réunion s'inscrit dans une logique particulière, celle d'une revue et d'une évaluation du plan d'action conjoint 2022-2026 que nous avons retenu comme feuille de route. Il s'agit donc d'un jalon important de la vie du partenariat Afrique-Turquie. Ce partenariat a été dès le départ qualifié à juste titre de stratégique, impliquant par conséquent un engagement réciproque au service de la poursuite des grands objectifs communs. Les transformations du monde actuel et les restructurations qui en résultent nous imposent plus de rigueur dans l'évaluation de notre action et nos velléités d'ajustement nécessaires. L'environnement international dominé par des défis globaux, anciens et nouveaux, nous incline à de tels ajustements dans la perspective de maximiser le profit à tirer d'une interdépendance qui ne cesse de se consolider avec les effets d'une mondialisation parfois envahissante. Les défis auxquels nous faisons face se présentent en une quadrature implacable. La forte dégradation du contexte sécuritaire mondial génère un lugubre lot de guerres localisées, certes, mais non moins menaçantes pour la paix et la sécurité internationale. Et enfin, toujours lors de ce sommet Afrique-Turquie qui s'est ouvert ce matin, le chef de la diplomatie djiboutienne a mis en avant l'importance du sommet Afrique-Turquie pour renforcer les liens avec la Turquie. Cet événement, a-t-il dit, de tournant majeur pour une réponse collective aux enjeux politiques. On l'écoute. La République de Djibouti et de son peuple, de vous souhaiter la bienvenue dans notre pays. Nous sommes honorés de vous accueillir pour l'ouverture de la 3e conférence ministérielle d'examen Afrique-Turquie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite exprimer notre solidarité fraternelle envers le peuple et le gouvernement de Turquie suite à l'attaque terroriste survenue à Ankara le 23 octobre 2024. Une minute de silence, s'il vous plaît. Face aux défis qui touchent nos nations, notre partenariat avec la Turquie reflète une volonté commune de lutter contre le terrorisme, comme en témoigne l'inclusion de cet enjeu dans nos déclarations conjointes intérieures. Cette conférence est l'occasion pour nous de renforcer les liens qui unissent nos peuples et nos nations et de bâtir ensemble des ponts solides dans un monde marqué par de profondes transformations. En réunissant ici à Djibouti les ministres des États africains, les présidents des organisations régionales ainsi que le président et les délégués de la Commission de l'Union africaine, nos nations affirment leur volonté commune de renforcer une coopération précieuse et durable avec la République de Turquie. Nous nous retrouvons dans la continuité de notre sommet de partenariat de décembre 2021 à Istanbul. Et pour évaluer ensemble le niveau de mise en œuvre du secteur clé du plan d'action conjoint 2022-2026, mesdames et messieurs, nos dirigeants ont décidé en 2021 de redynamiser la coopération entre les pays africains et la République de Turquie. À travers des projets concrets, nous collaborons dans des domaines essentiels pour le développement de nos pays, dont la paix, la sécurité et la gouvernance, en renforçant l'architecture de paix et de sécurité africaine.
Dans l'actualité également, ce dimanche, donc, le Palais du Peuple a été le cadre donc, de la cérémonie de lancement de l'étude pour le nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Djibouti sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. L'initiative a réuni des membres du gouvernement, des représentants d'institutions internationales, des experts en urbanisme et des acteurs de la société civile face aux défis d'une urbanisation rapide et d'une croissance démographique. Le SDAO donc a pour objectif de moderniser l'espace urbain, d'améliorer les conditions de vie et de transformer Djibouti en une ville moderne, inclusive et durable. Le ministère de la Ville, de l'Habitat et de l'Urbanisme vise à faire de Djibouti un modèle régional en matière d'urbanisme, inspiré de modèles internationaux tels que Singapour. Le projet mettra l'accent sur des infrastructures modernes, des zones résidentielles de qualité et un transport public accessible tout en favorisant la modalité durable. Le groupement singapourien Mendhart SCE a été retenu pour adapter un modèle de planification urbaine au contexte local avec pour ambition d'harmoniser les espaces de vie, de travail et de loisirs. Les prochaines étapes incluent des réunions techniques pour avancer dans la mise en œuvre de ce projet stratégique visant un développement urbain équilibré et innovant. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat a souligné l'importance d'une mobilisation collective pour réussir un projet visant à transformer Djibouti en une capitale moderne. Nous l'écoutons. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence témoigne de l'importance que le gouvernement accorde au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Comme vous le savez, le développement urbain est régi par la mise en place d'instruments de planification à moyen et long terme dénommé schéma directeur ou master plan, ce qui détermine les orientations du développement des agglomérations urbaines. Aussi, notre capitale et les villes secondaires de notre pays ont déjà eu des schémas directeurs. Le dernier SDO de la ville de Djibouti, réalisé en 2014, est arrivé à terme. Sa mise en œuvre a été dans l'ensemble respectée, puisque le développement des nouvelles zones urbaines que sont Balbala Sud et Nagad a été convenablement exécuté. Aussi, pour le nouveau cycle de planification de la ville pour les années 2025-2035, c'est la société singapourienne Mendhart SCI, avec le concours de la Banque islamique de développement, qui a été retenue pour son expertise et son approche qui nous ont semblé convenir au modèle de développement urbain innovateur que nous ambitionnons pour notre capitale. Vous aurez l'occasion de connaître un peu plus la réalisation et vous avez eu déjà un bref aperçu de ce qu'ils ont déjà fait dans le monde. Le coup d'envoi de cette étude, qui s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, marque un tournant décisif pour notre capitale. En effet, avec l'élaboration de ce nouveau schéma directeur, notre ambition est de rechercher des solutions appropriées et innovantes pour faire de notre capitale une métropole où il fait bon vivre, travailler et se déplacer. Cette innovation vers un changement de paradigme inclut forcément de nouvelles façons de penser et de collaborer en rupture avec le passé. C'est pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous devons tous prendre part à ce processus pour transformer profondément notre ville et construire une capitale qui répond réellement aux attentes de ses habitants. Et de son côté, le Premier ministre a mis en avant que le succès de ce plan repose sur l'engagement de toutes les parties prenantes. Le Premier ministre. Ce projet n'est pas seulement un plan directeur d'aménagement urbain, c'est une vision, un engagement envers les Djiboutiens, notre environnement et les générations futures. Il est indéniable de constater que la ville de Djibouti a connu ces dernières décennies une urbanisation galopante et face à la situation actuelle et des défis posés en matière d'environnement, d'infrastructures, de logement, des services aux citoyens, il est devenu impératif de réagir en trouvant des solutions de planification urbaine
et de développement durable, adaptée et innovatrice. Pour mettre en œuvre cette approche innovatrice, le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, s'adossant sur les compétences avérées d'une société singapourienne, s'engage à mettre en action un modèle d'aménagement de planification urbain d'excellence pour la ville de Djibouti, un modèle qui représente une opportunité pour améliorer la résilience et la durabilité d'une ville tout en contribuant à un développement socio-économique inclusif. Mesdames et messieurs, c'est dans cet esprit d'excellence tant exigé par le président de la République que nous lançons aujourd'hui officiellement l'étude de l'élaboration du nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la capitale de notre pays. Dans ce contexte, il ne vous échappe sûrement pas l'importance si particulière que le chef de l'État accorde à la transformation de notre capitale en une métropole durable, inclusive, intelligente, en vue d'améliorer non seulement la qualité de vie des habitants, mais aussi de favoriser un développement économique durable. Cette nouvelle ville se doit être respectueuse de la préservation du patrimoine national et apporter une solution pérenne aux problématiques des infrastructures de transport urbain. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, Ali Hassan Bahdon, s'est rendu en tant qu'envoyé spécial du président de la République, a rencontré donc le président du Mozambique, Philippe Nyusi. Cette rencontre visait à transmettre un message du président djiboutien sollicitant le soutien du Mozambique pour la candidature de Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères, à la présidence de la Commission de l'Union africaine, accompagné du député Mohamed Mustafa Daher et de Mohamed Ahmed Bouh, sous-directeur du département des relations bilatérales. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdon, a souligné les liens bilatéraux et l'engagement de Djibouti pour une coopération renforcée avec le Mozambique. En réponse, le président Nyusi a salué le développement économique de Djibouti sous la direction du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qualifiant ce progrès de modèle pour la région. Il a aussi reconnu le rôle de Djibouti comme acteur de paix en Afrique de l'Est et s'est déclaré prêt à coopérer dans les domaines de l'économie, de la défense et de la sécurité. Le président Nyusi a affirmé que Djibouti, ayant réussi à stabiliser son propre pays, peut apporter une contribution positive à l'Union européenne. En conclusion, il a exprimé son soutien pour la candidature de Mohamed Ali Youssouf, estimant que celle-ci incarne les qualités nécessaires pour diriger la Commission de l'Union africaine. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdon, a souligné les liens bilatéraux et l'engagement de Djibouti pour une coopération renforcée avec le Mozambique. Je viens de la République de Djibouti, a-t-il dit, dans ce magnifique pays qu'est le Mozambique, et plus précisément dans cette belle ville de Maputo, en tant qu'émissaire de mon président à l'intention du président de la République de Mozambique. Nous avons eu des échanges très fructueux avec le président qui a reçu le message de mon président. Je suis heureux, a-t-il dit, de pouvoir affirmer que la coopération entre Djibouti et le Mozambique est solide et bénéfique. L'objectif principal de ce message était de solliciter le soutien du Mozambique pour la candidature de Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Nous avons également échangé sur la coopération régionale et internationale entre nos deux pays, couvrant non seulement le domaine politique, mais aussi le développement économique. Nous avons abordé plusieurs sujets d'intérêt commun et donc des questions régionales importantes pour nous tous. Retour à Djibouti, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de l'atelier international sur les curricula et les manuels scolaires qui s'est déroulé donc à Aïla Hotel du 3 au 7 novembre. Donc, issus de 10 pays ont participé ce matin à l'ouverture officielle de l'atelier international sur les curricula et les manuels scolaires de français. Cet événement donc organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de l'Organisation internationale de la francophonie donc a vu la participation de 10 pays.
Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la francophonie 2023-2030 visant à renforcer l'usage et l'enseignement du français. Eh bien, cet événement d'envergure internationale a réuni des délégations venues de divers pays, dont l'Égypte, le Qatar, les Seychelles, le Burundi, le Liban, le Rwanda et le Ghana, ainsi que des représentants de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'UNESCO. L'atelier a également bénéficié de la présence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, ainsi que de la directrice du Centre régional francophone pour l'Afrique, Dr Réni Yotova. Au cours de cet atelier, les représentants des pays invités, aux côtés d'experts nationaux et internationaux, partageront leurs idées et leurs bonnes pratiques tout en enrichissant leurs connaissances sur les curricula et les manuels d'enseignement en français. À leur arrivée, les ministres, les officiels djiboutiens et les délégations des pays participants ont été accueillis par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, et les hauts responsables du ministère. Les officiels et les participants ont ensuite visité le salon des manuels scolaires qui présentait une gamme d'ouvrages allant de ceux produits à Djibouti aux manuels apportés par les délégations étrangères, illustrant ainsi la diversité des approches pédagogiques en usage dans les pays présents à cet atelier. Les officiels ont pu s'émerveiller devant les stands djiboutiens, mettant en lumière les innovations éducatives telles que les ressources pédagogiques allant du préscolaire au secondaire, ainsi que de nombreux supports didactiques, y compris les manuels d'enseignement bilingues en français arabe et en français anglais. Les ressources pour les enfants à besoins spéciaux, les programmes pour les réfugiés et les supports numériques. Ils ont également eu donc l'occasion de découvrir le savoir-faire des professionnels de l'édition. Les invités ont donc pu explorer les anciens programmes en vigueur à Djibouti pour l'enseignement du français, notamment les manuels, pour parler français et de la méthode CLAD, ainsi que les ouvrages d'évaluation et de suivi produits par l'Observatoire de la qualité du ministère de l'Éducation nationale qui vise à guider l'évolution des curricula et des ressources pédagogiques. Durant ces 5 jours d'atelier, les participants des différents pays accompagnés d'experts nationaux et internationaux auront l'opportunité d'échanger sur les curricula et les manuels de français et en français. Et à l'issue de la visite guidée, les officiels ont procédé au lancement de l'atelier. Images que nous aurons dans nos prochaines éditions. Une délégation de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est rendue dans la ville d'Obok, accompagnée des autorités sanitaires djiboutiennes pour évaluer le fonctionnement des centres de santé et la qualité des soins offerts. Accueillis par le préfet d'Obok, Moussa Megene, et le président du conseil régional, Mohamed Hamad, la directrice régionale pour la Méditerranée orientale, Dr Balki, et son équipe ont visité le centre médico-hospitalier d'Obok, ainsi que le centre de soins du camp de réfugiés de Markazi. En constatant donc la situation sanitaire de cette région, Dr Balki a salué les efforts déployés pour améliorer la santé à Djibouti, notamment pour les femmes, les enfants, les migrants et les autres populations vulnérables. Par cette visite, le ministre de la Santé souhaitait mettre en avant les efforts de la République de Djibouti en matière d'accueil et de soins des réfugiés et des migrants, tout en soulignant le poids que cette responsabilité représente pour l'hôpital et la communauté d'Obok.
Lors de son intervention, la directrice régionale de l'OMS, Dr Balki, a exprimé sa gratitude et félicité le ministre de la Santé pour les installations dédiées aux réfugiés, manifestant son étonnement face à leur qualité. On l'écoute. Dans son intervention, la directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale a remercié et félicité le ministre de la Santé et a été agréablement surpris des installations dédiées aux réfugiés et a notifié que l'OMS va davantage travailler avec le ministère de la Santé sur ces questions et ainsi faire le plaidoyer pour diversifier les partenaires qui interviennent auprès du ministère de la Santé. Et enfin, le ministre de la Santé a souligné l'impact considérable de la prise en charge des réfugiés et des migrants sur le système de santé djiboutien, appelant à une coopération accrue pour élever ces défis. Nous l'écoutons. Le camp de réfugiés et le camp des migrants. Comme vous le savez, à Djibouti traverse chaque jour entre 1000 à 1500 migrants par jour. Tous ces migrants sont souvent pris en charge par les ministères de la Santé, en collaboration bien sûr avec les équipes médicales de l'OIM, du HCR. Nous sommes ce matin, nous avons visité ces camps et s'enquérir de la situation des migrants et des réfugiés. Nous sommes très contents de collaborer avec l'OMS, le HCR, mais également l'OIM sur la prise en charge de ces migrants et de ces réfugiés. Ces partenaires sont cruciaux pour nous, ils nous aident et Inch'Allah, on va faire de notre mieux pour satisfaire et améliorer la santé des migrants, des réfugiés, Inch'Allah. Ils sont dans notre pays, ils sont les hôtes de ce pays et nous devons les soigner, ces personnes-là. Parce que sinon, les maladies ou les différentes pathologies vont s'étendre sur la République de Djibouti. Donc c'est pour ça que le ministère s'occupe de ces populations très vulnérables. Parmi eux, il y a des femmes, il y a des enfants. Nous faisons toute la prévention, la vaccination, les consultations prénatales, les consultations psychologiques. Et je suis très ravi d'accueillir aujourd'hui et cette semaine la directrice régionale de l'OMS, mais également la représentante de l'OMS ici à Djibouti. Dans l'actualité internationale, une nouvelle frappe israélienne a touché le poste frontière de Jussi entre le Liban et la Syrie, impactant des structures humanitaires et menaçant plusieurs hôpitaux dans la zone. On voit les détails avec Fardos Hussein. Une nouvelle frappe aérienne israélienne a touché le poste frontière de Jussié, d'où de nombreux Libanais et Syriens passent Liban à la Syrie. Des structures humanitaires ont également été frappées. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé que 2 frappes israéliennes ont touché le poste frontière côté syrien. La première frappe israélienne fin octobre avait fait chuter 90% du trafic au point de passage. Plus de 240 frappes aériennes au Liban et constaté qu'au moins 24 hôpitaux se trouvaient dans la zone dangereuse de 500 mètres utilisée par l'armée israélienne comme paramètre pour les zones d'évacuation des bombes. Israël a largué des munitions à une distance dite létale de 340 mètres d'au moins 19 hôpitaux, a montré l'analyse qui a porté sur le premier mois de la guerre. Merci d'avoir partagé ce moment d'actualité avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.